Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 9e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël, en compagnie d'Étienne, Jérémy et de Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour notre rubrique sport, nous allons parler de la MLS. Et ensuite, pour notre rubrique faits divers, nous allons retourner dans l'univers de James Bond avec Goldfinger. Sur ce, Chloé, je te lance le ballon. Merci, Raphaël. Je vais débuter, je vais vous parler du CF Montréal. Puis ensuite, je vais vous parler du classement de la saison précédente, puis de la saison actuelle qui vient de débuter il y a quelques semaines. Donc, l'équipe a été fondée le 10 décembre 1992. Le propriétaire est Joey Saputo, qui est aussi le nom du stade auquel les matchs se jouent, le stade Saputo. Entre 1992 à 2020, le CF Montréal ne s'appelait pas comme ça, mais il se nommait l'Impact de Montréal. Mais depuis le 14 janvier 2021, ils ont renommé l'équipe CF Montréal. La raison pourquoi le tout a été changé, c'est parce que le club souhaitait pendant un bon bout avoir une portée internationale afin d'attirer des joueurs de partout dans le monde. Le soccer est un mot très nord-américain, le football c'est très européen. À Montréal, la terminologie foot est très commune. En même temps de changer le nom, ils ont aussi profité pour modifier leur logo. C'est devenu circulaire et gris sur un fond noir. Il est aussi ceinturé de bleu et représente un flocon de neige, et les flèches vers l'intérieur sont un clin d'œil au métro de Montréal. Au début de la saison, nous avons nominé un nouveau head coach, Laurent Courtois, un jeune homme âgé de 45 ans qui était entraîneur-chef de l'équipe Columbus Crew. À sa première saison, il a mené le Crew 2 au championnat de la saison régulière avec une fiche de 16-3-5. Donc, je pense qu'il serait très bon pour notre jeune équipe. L'ancien coach était Hernan Lozada, et la raison dans laquelle nous avons nommé un nouveau coach, c'est parce que Hernan n'a pas montré une bonne saison qui a fini avec une fiche de 12-17-5, ce qui n'est pas vraiment superbe. Notre mission pour cette saison est de développer les talents de la base au niveau pro, redonner à nos communautés et en prendre soin, promouvoir et nourrir la culture du soccer, mobiliser et unifier, laisser un héritage et, la plus importante, représenter et célébrer l'identité de Montréal. Maintenant pour les classements, si on regarde les classements de la saison précédente, on voit dans la conférence de l'Est, Cincinnati qui a 69 points, Orlando City à 63 points, Columbus à 57 points, Philadelphie à 55 et New England à 55 aussi. Après ça, dans le West Conference, il y a Saint-Louis qui a 56 points, Seattle qui a 53 points, Los Angeles FC qui a 52 points, Houston qui a 51 points et Real Salt Lake qui a 50 points. Les équipes qui ont fait les séries l'année passée, il y a Orlando City, Columbus, Cincinnati, Philadelphie, Houston, Sporting Kansas City, Seattle Sounders et Los Angeles FC. Les grands gagnants de la MLS Cup a été remporté par Columbus contre Los Angeles avec un score de 2-1. Si on regarde le classement, on voit que le CF Montréal a fini 10e. Fait que c'était pas trop leur meilleure saison. Et maintenant, si on regarde le classement de présentement, on voit que l'Inter Miami est première place avec 10 points. Ensuite, il y a Columbus avec 10 points aussi. Le CF Montréal a 7 points. Toronto a 7 points. New York Red Bulls ont 7 points aussi. Fait que maintenant, on voit que l'Inter Miami est première place. Oui, ils ont un match de plus que quasiment toutes les équipes, mais ils ont fini quasiment dernier l'année passée. Ils ont fini 14e, donc il y a vraiment une bonne remontée avec cette équipe. Columbus, qui est les grands gagnants de la MLS, sont deuxième, encore en course pour
une deuxième victoire consécutive pour la MLS Cup. Puis en troisième, on voit le CF Montréal qui a fini 10e, en espérant que eux, ils lâcheront pas, puis en espérant qu'ils finissent première cette saison. Dans la conférence de Ouest, Minnesota qui a 10 points, Vancouver qui a 7 points, Portland a 7 points, LA Galaxy a 6 points et Saint-Louis a 6 points. Donc on voit que plusieurs équipes ont progressé depuis l'an dernier. Faut pas oublier que ça fait juste 4 matchs qu'ils font, mais comme j'ai dit, il y a déjà beaucoup de progression. Et voilà le tout pour moi. Donc je vais passer la parole à Étienne. Merci. Pour ma part, je vais y aller des transferts, disons, les plus importants qu'il y a eu dans l'entre-saison pour les équipes de la MLS. Donc, je vais y aller avec, premièrement, le défenseur DeAndre Yedlin, l'ancien capitaine de l'Inter Miami, qui a été échangé au début de la saison à Cincinnati, donc pour de l'argent, entre autres. Donc, ça a été un peu plus difficile depuis l'arrivée de certains grands joueurs à l'Inter Miami, comme Jordi Alba, entre autres, qui ont pris vraiment la place de DeAndre Yedlin. Il a même perdu le brassard de capitaine au profit de Messi. Donc, vraiment, peut-être que ça va faire un peu de bien à DeAndre Yedlin de prendre le chemin d'une autre équipe et de pouvoir vraiment mettre son talent à l'épreuve, où il y a moins de grands joueurs un peu qui jouent avec Cincinnati. Par la suite, Colorado sont allés chercher le gardien Zach Steffen et le milieu de terrain George Mihailovic. Steffen, lui, il provient de Man City en Angleterre, puis Mihailovic, lui, c'est de Alkmaar, mais il ne faut pas oublier que Mihailovic a déjà été un excellent milieu de terrain en MLS avec le CF Montréal, entre autres. Par la suite, Los Angeles sont allés d'un transfert un peu choquant, si on veut. Sont allés chercher le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, ancien champion de la Coupe du Monde, entre autres avec la France. Faut se rappeler que Los Angeles sont allés en finale l'an dernier, ont perdu. Donc, on a voulu renforcer un peu le poste de gardien, si on veut dire. Mais le seul problème, c'est que Lloris est plus vraiment jeune. Il a connu une blessure assez sérieuse à Tottenham, ce qui a en fait été la fin pour lui à Tottenham. A perdu son filet par la suite. Donc, ça va être intéressant de voir si Lloris peut pas redevenir le Lloris qui a déjà été, parce que c'est impossible à son âge, je peux dire, mais s'il peut un peu dominer une ligue qui est un peu moins forte que la Premier League, ça c'est sans aucun doute. Donc, ça reste à voir. Pour ce qui est de l'Inter Miami, c'est sûrement celui-là le plus gros transfert de l'entre-saison. Ils sont allés signer gratuitement parce que son contrat venait à expiration. Luis Suarez pour 1 an avec une option pour prolonger son contrat de 1 an après la prochaine saison. Et déjà, on voit vraiment que ça fait une différence du côté de l'Inter Miami. Comme Chloé l'a mentionné, au classement, présentement, ils sont premiers. Et puis, en 5 matchs, Suarez, c'est 4 buts et 3 passes décisives. Donc, vraiment, à profiter vraiment aussi de jouer avec son compatriote Messi. Et déjà, sur 7 buts, il est complice ou marqueur. Donc, c'est un ajout incroyable à l'attaque de l'Inter Miami. Par la suite, le Red Bull de New York sont allés chercher le milieu de terrain de RB Leipzig en Allemagne, Emil Forsberg. Par la suite, 2 transferts pour Orlando, en fond 2 des plus gros transferts qu'ils ont réalisés. Tout d'abord, gratuitement, ils sont allés chercher le milieu de terrain Nicolas Lodero. Et puis, avec un transfert avec Atalanta en Italie, ils sont allés chercher l'attaquant très rapide Luis Muriel. Du côté de Portland maintenant, il y a eu un échange avec Miami pour aller chercher l'ancien défenseur du CF Montréal, Kamal Miller. Miller, pour lui, ça fait 3 équipes en 2 ans. C'est beaucoup pour un défenseur. J'espère vraiment qu'il va trouver sa place à Portland. Malheureusement pour le CF Montréal, il n'y avait plus de place pour lui. Pourtant, c'était un
un excellent défenseur central qui pouvait vraiment tout faire sur le terrain. Ils sont allés aussi chercher 2 gardiens, donc James Pantemis, gratuitement en tant qu'agent libre, ancien du CF Montréal aussi, et Maxime Crépeau, lui aussi, agent libre. Du côté du Toronto FC, et on va revenir un peu plus tard au Toronto FC, de tous les transferts qu'ils ont réalisés dans l'entre-saison, c'est 2 défenseurs qui retiennent le plus l'attention. Donc Kevin Long, tout d'abord, d'Angleterre, de Birmingham City, et Richie Laryea de Nottingham Forest. Pour ce qui est maintenant de l'équipe qu'on veut vraiment savoir ce qui s'est passé avec eux dans l'entre-saison, pour le CF Montréal. Tout d'abord, les joueurs qui sont arrivés au club. On a le défenseur Raheem Edwards, qui arrive tout droit de Galaxy LA. Par la suite, le défenseur Rowan du DC United. Ces 2 défenseurs-là ont été échangés. On a aussi amené le gardien Sebastian Breza de l'équipe de Bologne en Italie. Le défenseur Joaquim Sosa en prêt de l'équipe de Bologne. Le milieu de terrain Dominic Yankov. 2 attaquants qui, depuis le début de la saison, produisent très bien. Donc, Mathias Coccaro et Joseph Martinez. Pour Coccaro, en 4 matchs, c'est 3 buts et 1 passe décisive. Pour Martinez, en 4 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Donc, c'est quand même excellent. Un excellent rendement en attaque pour ces 2 joueurs qui doivent faire leurs preuves quand même puisqu'ils sont nouveaux. Maintenant, pour les joueurs qui ont quitté le club, on a Jean-Aniel Assis, Zachary Broguillard, Ahmed Hamdi, le gardien James Pantemis, Sean Rea, l'attaquant Romel Kyoto et le défenseur Aaron Herrera. Ça conclut pour moi ici et pour les transferts dans l'entre-saison les plus intéressants. Je vais laisser la parole à Jay qui va vous parler un peu des joueurs qui viennent en MLS. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer, moi, avec une rumeur qui court. Ça serait que Luka Modric pourrait potentiellement rejoindre l'Inter Miami bientôt. Donc, on va suivre ça de très près. J'aimerais surtout parler de ce que j'appellerais l'ère des vétérans à la MLS. Donc, je vais nommer quelques joueurs qui ont déjà joué pour la MLS. Donc, je vais commencer avec Christian Benteke, qui est un vétéran qui a joué 6 saisons à Crystal Palace en Premier League. L'année passée, pendant la saison 2023 à la MLS, il était le 7e meilleur marqueur de la Ligue, avec quand même 14 buts et 4 passes en 31 matchs, qui est assez respectable. Et il y a aussi eu d'autres joueurs, évidemment, dont Frank Lampard, qui est un vétéran de 13 saisons avec Chelsea. Dans la saison 2015-2016, il a marqué 15 buts en 29 matchs avec le New York City FC. Encore une fois, assez respectable. Mais ce qui est encore plus respectable, c'est la saison qu'a eu Zlatan Ibrahimovic à l'âge de quand même 37 ans, quand il a joué avec le LA Galaxy. 52 buts en 56 matchs. Donc, pour être plus précis, dans l'année 2018, ça a été 22 buts et 10 passes en seulement 27 matchs, ce qui est absolument phénoménal pour un joueur de son âge, encore une fois. Et à la saison 2019, 30 buts et 7 passes en 29 matchs. Donc, quand Ibrahimovic est arrivé en MLS, encore une fois, à l'âge de 37 ans, on l'a, disons, sous-estimé, mais il a complètement brisé les conventions, si je peux dire, par rapport à l'âge au football ou au soccer. Donc, ça a été absolument phénoménal comme performance avec le LA Galaxy. Pour ce qui est des acquisitions de la MLS plus récentes, donc il y a évidemment les cas de Jordi Alba, Luis Suarez, qui en ce moment a 4 buts, 3 passes en 5 matchs dans la saison. Et évidemment, Lionel Messi, qui est arrivé en 2023, qui a en ce moment 3 buts et 1 passe. Donc, l'Inter Miami qui a des puissances du FC Barcelone parmi eux. J'aimerais aussi me rendre du côté de l'Inter Miami. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un des copropriétaires du club, c'est un ancien joueur de football anglais du nom de David Beckham, qui
quand un fan de soccer entend ce nom, c'est des étoiles leur viennent dans les yeux parce que ce gars-là est une légende magnifique de Manchester United. On parle de 6 fois champion de la Premier League en 8 saisons avec comme coach Sir Alex Ferguson, 2 fois champion de la FA Cup, champion de la Champions League, 2 fois champion de la MLS Cup avec le LA Galaxy. Donc David Beckham a déjà laissé son nom dans la MLS. Ce qui a évidemment amené le cas de Lionel Messi, qui ont rejoint le Inter Miami, Luis Suarez, Jordi Alba et potentiellement, comme j'ai dit précédemment, Luka Modric. Ce qui ferait que je dirais que l'Inter Miami serait peut-être imbattable. Sans oublier, évidemment, le nom de Sergio Busquets parmi l'alignement. Donc, l'influence que David Beckham a au sein de la MLS, ça l'a fait en sorte qu'il a amené Gerardo Tata Martino comme coach de l'Inter Miami. Donc Martino, quand même, ancien coach du FC Barcelone et de l'équipe nationale de l'Argentine. Donc, c'est un coach qui a laissé son nom dans l'histoire du soccer. Donc, avoir un gars comme ça dans l'Inter Miami, c'est pas de bonne nouvelle pour les équipes adverses, si je peux dire comme ça. Sur un dernier point, il y a un autre vétéran, un vétéran de 12 ans avec l'équipe de Napoli, quand même 12 ans, Lorenzo Insigne, qui lui, en 2022, a rejoint le Toronto FC avec, disons, des statistiques pas incroyables. Donc, en 2022, on parle de 12 buts en 34 matchs. Pas terrible, mais pas formidable. En 2023, là, ça commence un peu à la dégringole. 4 buts, 5 passes en 20 matchs. Et cette année, un potentiel bon début de saison. 2 buts en 4 matchs. J'aimerais continuer sur le Toronto FC, c'est intéressant. Parce que, oui, ils ont amené quelques joueurs d'importance dans leur formation. Mais on voit avec les résultats de la saison passée vraiment qu'il y a quand même d'autres problèmes avec l'effectif. Si on regarde l'an passé, le Toronto FC ont fini 15e au classement sur 15 dans leur conférence. 22 points seulement. 4 victoires, 20 défaites et 10 nuls. Un dossier à l'extérieur de 0 victoire. 13 défaites, 4 nuls. Malgré que c'est plus difficile de gagner à l'extérieur, j'ai déjà expérimenté moi en étant joueur aussi, je veux dire, tu peux pas te permettre en une saison complète de MLS de gagner aucun match à l'extérieur. C'est des points perdus qui au classement auraient pu faire une toute autre différence pour l'équipe de Toronto. Puis ça, on regarde au différentiel de buts. On a marqué 26 buts l'an dernier pour en avoir accordé 59. Donc vraiment, il y avait 2 grands problèmes du côté du Toronto FC l'an dernier. C'est vraiment et la production en attaque et la défensive. Ce qu'on a fait un peu dans l'entre-saison, on est allé chercher des renforts en défensive. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, Kevin Long, Richie Laryea qui revient aussi. On est allé chercher aussi quelques autres défenseurs. Mais il n'y a aucun vrai joueur potentiel d'attaquant qui a été acquis de l'équipe. Puis, on le voit vraiment avec les statistiques de l'an dernier sur le différentiel de but, on est à moins 33. Donc, on avait vraiment un problème en termes de marquer des buts, puis en termes de les accorder aussi. Si on regarde déjà cette année, on voit qu'au niveau de la défensive, on s'est amélioré. On n'a joué que 3 matchs, mais sur ces 3 matchs-là, on a 2 victoires, 1 nulle. Puis ce qui est le plus important, je dirais, c'est qu'on n'a accordé aucun but en 3 matchs pour le moment dans la saison. On en a marqué que 2. C'est encore pas assez, juste 2 buts en 3 matchs. Mais si la défensive et le gardien peuvent tenir le bon en défense, je pense vraiment qu'ils peuvent peut-être s'en sortir. Je pense pas qu'ils vont être capables de finir dans le haut du classement, mais ils peuvent essayer de s'en sortir. Selon moi, je pense qu'il y avait un joueur qui aurait pu vraiment aider les joueurs comme Lorenzo Insigne ou Fernando Bernardeschi ou même Osorio, c'est vraiment Joseph Martinez. Joseph Martinez, il avait été laissé partir
gratuitement de l'Inter Miami cet été. Puis, malheureusement pour le Toronto FC, je ne sais pas s'il y avait des pourparlers pour qu'ils rejoignent l'équipe, mais c'est le CF Montréal qui a été plus vite. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà une excellente acquisition pour le CF Montréal. Mais je pense vraiment que si Joseph Martinez s'était rejoint au Toronto FC en attaque, ça aurait pu vraiment faire une différence sur la balance de l'attaque envers la défense pour pas que les mêmes choses que l'an dernier se reproduisent du côté de l'équipe. Si on en revient aux joueurs qui sont déjà établis, si j'en reviens à Osorio, la saison passée en 21 matchs, 4 buts seulement. Insigne, 20 matchs, 4 buts. Fernando Bernardeschi, 31 matchs, 5 buts. C'est vraiment pas assez sur une saison qui a beaucoup de matchs de marquer seulement que 5 buts et d'avoir ton meilleur marqueur dans l'équipe à 5 buts. Si on regarde cette saison, oui, on a joué seulement 3 matchs, mais le seul marqueur de l'équipe en 3 matchs, c'est Insigne avec 2 buts. Le reste de l'équipe, aucun but. Donc, va vraiment falloir que le Toronto FC trouve une façon de faire en sorte que l'effectif marque plus de buts, sinon ils ne seront pas capables d'aller bien loin. C'est beau pas accorder de buts, mais si tu n'en marques pas, tu gagneras jamais. Et maintenant, je vais vous laisser au bon soin de Raphaël. Merci beaucoup, Étienne. Bon, tout d'abord, une petite nouvelle qui date du 7 mars. Steve Cherundolo, l'entraîneur du Los Angeles FC, a reçu une amende de 10 000 $ due à ses commentaires entourant la gestion d'un match opposant son équipe à l'équipe de Salt Lake City. Bon, ben, dû à des circonstances météorologiques extrêmes, il y avait une énorme tempête de neige qui avait frappé le terrain. À un moment donné, il y a quelques images qui avaient survolé sur le net montrant que les lignes de terrain avaient complètement disparu. Ce qui a causé un long retard du match pour le déneigement. Et Cherundolo avait qualifié la gestion du match de farce et de honte. Ce qui a valu qu'il a reçu une amende de 10 000 $ de la part du MLS. L'autre chose, qui est un sujet un peu plus croustillant, cela entoure les arbitres de la MLS. Donc, en date du 17 février, les arbitres de la MLS sont en grève ou en lockout, comme c'est appelé officiellement. Cela vient du fait que l'organisation des arbitres professionnels, la Pro, avait proposé une nouvelle convention salariale auprès des arbitres, qui eux sont sous le syndicat, l'Association des arbitres de soccer professionnels, ou PSRA pour faire simple. L'augmentation salariale proposée par la Pro indiquait une augmentation salariale allant de 10 à 104% pour les arbitres dépendant de leur ancienneté. Et on peut dire que les arbitres n'ont pas aimé ça. Pour être plus exact, 95,8% des arbitres de la MLS ont dit non à cette convention salariale. Et depuis le 17 février, ils sont tous en grève, ils sont en lockout. Donc, du coup, la MLS s'est retrouvée à aller recruter des arbitres remplaçants. Parmi ces arbitres remplaçants, il y en a 10 qui ont été recrutés parmi le top 3 des ligues de soccer dans certains pays, dont le Brésil, la Turquie, l'Espagne, l'Italie, la Jamaïque, le Mexique et la Pologne. Et il y en a 18 qui ont été recrutés parmi des ligues nationales de soccer aux États-Unis. Et il y en a d'autres qui ont été recrutés au sein de ligues inférieures, des ligues collégiales ainsi que de ligues juniors, également aux États-Unis. Cela a causé pas mal de brassage, ça a causé pas mal de controverses. Et il y a même eu certaines décisions faites par ces arbitres ont fini par affecter de manière négative certains matchs et ont même fait de très mauvais call-out. Un bon exemple de cela était un match avec le LA Galaxy où Marc Delgado avait reçu un carton jaune pour un foul sur Sergio Busquets, qui a été mentionné précédemment. Ce qui a permis à Messi de compter un but en arrêt de match. Delgado, plus tard, lors d'une entrevue, avait déclaré que le carton jaune n'aurait même pas dû être donné. De sa bouche, il a dit... De toute façon, il s'était écrasé au sol de manière théâtrale.
Donc essentiellement, il avait faké. Dans un autre cas un peu plus farfelu, celui-là concernant justement un arbitre, directement, en ligne, des photos ont survolé, montrant l'arbitre Guilherme Serreta, qui portait un gilet d'Inter Miami. Ce qui montrait clairement son biais par rapport aux deux clubs entourant ce match. Donc du coup, la MLS a été forcée de le remplacer. Il a été remplacé par Jamie Herrera pour ce match-ci. J'ai une petite parenthèse à faire sur Lionel Messi, pour être plus précis. Donc, le 11 mai, le CF Montréal va affronter l'Inter Miami au Stade Saputo. Et évidemment, Lionel Messi s'est reconnu comme potentiellement le plus grand joueur de football de tous les temps. Donc, évidemment, la demande va être élevée au niveau des prix. Donc, juste pour vous donner un exemple. Juste pour un banc dans une section, peu importe le numéro, que ce soit de 112 à 134, les prix varient de 450$ à 785$ environ. Puis pour les bancs qui sont juste à côté du terrain, donc pour la meilleure vue nécessairement, on a des prix qui vont jusqu'à 10 000$ et même 11 000$. Fait que pour vous montrer que quand il y a un joueur étoile international qui a absolument tout gagné dans sa carrière, qui vient jouer dans un stade dans le monde, juste une parenthèse pour vous dire que ça coûte extrêmement cher pour non seulement aller le voir, mais vous montrer à quel point la demande est élevée pour ce match-là. Merci beaucoup, Jérémy. Et sur ce, on peut passer à notre rubrique Faits divers avec le troisième film de James Bond, encore une fois avec Sean Connery, nommé Goldfinger. Je tiens à commencer en disant que la musique d'intro est peut-être une de mes préférées. Je l'aime beaucoup personnellement. Et aussi, je dirais même, c'est une des seules musiques d'intro de James Bond qui parle du méchant. Auric Goldfinger, le mania de l'or, qui est aussi un mania de la bijouterie, ou des joyaux pour être plus exact. Et qui a aussi d'autres entreprises, dont le transport aérien, la métallurgie, les courses de chevaux, plutôt l'élevage de chevaux de course. Dans le clip d'intro, il projette des images sur le corps des femmes qui sont montrées à l'écran. Et on voit même certaines séquences de bons baisers de Russie, dont la séquence où l'hélicoptère traque James Bond dans la campagne, on peut dire. Donc, c'est un très bon détail, c'est une belle observation. Mais encore une fois, le thème musical est génial, surtout avec les paroles qui foreshadow comment fonctionne Goldfinger. Donc oui, Raphaël, l'intro de Goldfinger qui introduit nécessairement une chanson avec paroles, et c'est le premier film de James Bond qui, dans son intro, a une chanson avec paroles, donc une chanson du type classique, ou dans ce cas-là, c'est du orchestral pop, donc la chanson pour film, dans le fond. Et cette magnifique chanson est interprétée par Shirley Bassey, composée évidemment par John Barry. Et c'est la première de 3 chansons que Shirley Bassey va chanter pour des films de James Bond. Donc cette chanson-là, Goldfinger, pour le film nécessairement de Goldfinger, elle va aussi chanter la chanson du film Diamonds Are Forever et du film Moonraker. Donc 2 autres films de James Bond. Petit fait cocasse sur cette chanson, Goldfinger. Donc elle a été classée dans le AFI 100 Years, 100 Songs, donc ça a été classé numéro 53 dans l'histoire du cinéma américain, et en 2008, ce single, nécessairement, a été introduit dans le Grammy Hall of Fame. Donc ça vous dit à quel point cette chanson est mondialement reconnue pour, oui, le film, mais pour son interprétation absolument légendaire de Madame Bassey. Oui, en effet, Raphaël puis G, la musique de l'intro te donne le goût d'écouter le film au complet, de ne juste pas le fermer, parce qu'il y a des films que on voit l'intro que ça nous intéresse juste plus. Ce film, c'est tout le contraire de ça.
Une petite remarque, c'est la première fois que Bond met ses mains sur une Aston Martin, une belle petite voiture. Sinon, c'est un très très bon film. Il a été sorti le 17 septembre 1964, fait que c'est un bon vieux film à ne pas manquer. Puis une petite mise en scène, on dirait que James Bond avait peur dans la scène du laser avec ses sons faciales puis tout. J'ai quelques petits faits cocasses, si on veut, ou secrets de tournage pour vous. Le comédien qui joue Goldfinger, on va se rappeler lors de la scène où il va disputer la partie de golf avec James Bond, le vrai comédien ne savait aucunement jouer au golf quand il a fait le film. C'est le réalisateur Guy Hamilton qui lui montrait comment faire pendant les scènes du film. Puis pendant tout ça, Sean Connery, lui, c'était un joueur de golf. Donc pendant le tournage, à un moment donné, il a juste décidé de s'en aller puis d'aller jouer une partie de golf avec d'autres joueurs qui jouaient au terrain. Un autre petit, je dirais pas secret, parce que pour les gens qui vraiment suivent James Bond l'auront compris, mais il y a une scène dans Quantum lorsque les gens de Green recouvrent de pétrole celle qui est James Bond. C'est dans le fond un clin d'œil dans ce film Goldfinger, lorsque Jill Masterton est recouverte d'or par Goldfinger parce qu'elle a aidé James Bond. Petit secret aussi que peut-être peu de gens connaissent. Les plus vieux peut-être vont connaître, là, vraiment plus vieux. Mais on se rappelle, Sean Connery il va faire un retour après le film Au service secret de Sa Majesté. L'antagoniste, dans le fond, du film aurait été le frère jumeau de Goldfinger, qui lui n'aurait pas été attiré par l'or, mais bien par les diamants. Maintenant, pour ce qui est du film en tant que tel, je trouve vraiment, encore une fois, tous les films où Sean Connery incarne James Bond, pour moi, c'est vraiment les meilleurs de la série, sans aucun doute. On va mettre à l'exception Les diamants sont éternels, mais quand même. Par exemple, un des points qui me déplaît du film, et c'est certainement le seul point, je dirais, c'est qu'on se rappelle, dans Dr. No, on nous fait mention du spectre pour la première fois. Dans Bon baiser de Russie, première apparition de Blofeld, si on veut, sans le voir, mais quand même. Et vraiment, on voit que le spectre est bien ancré dans l'univers de James Bond. Sauf que dans le film Goldfinger, il n'y a aucunement mention du spectre. C'est comme si on a décidé que le spectre n'existait plus pour un film. Sauf que, pour ceux qui ne savent pas, Auric Goldfinger, à la base, c'est le trésorier du spectre. Donc, il travaille pour le spectre. Ce qui n'est pas mentionné, malheureusement, dans le film, ça aurait été, je dirais, un bel ajout à mentionner pour que la série où Sean Connery est là vraiment soit au complet, disons, dans l'univers Blofeld, si on veut. J'aimerais aussi donner mention honorable à Hot Job. Il y a eu et il y a beaucoup de méchants dans James Bond, on s'entend. Autant le méchant principal que son garde du corps ou peu importe. Mais je dirais vraiment que Hot Job, pour un personnage silencieux, parce qu'il dit absolument rien dans le film. Par ailleurs, petite anecdote, Hot Job, c'est un ancien lutteur professionnel, en passant. Mais oui, comme je disais, pour un personnage qui dit aucun mot, qui parle pas pendant le film, je trouve qu'il a su prendre une place quand même assez importante. Puis tu sais, normalement, un personnage qui parle pas, on va moins s'en occuper à l'écran et tout, mais il réussit quand même à prendre une place. Je dirais, la parole pour lui, c'est pas avec les mots, c'est avec son chapeau, si on peut dire. Et je dirais aussi, tout le monde va s'imaginer quand je vais en parler.
la scène, ou les scènes, si, c'est mieux comme ça, c'est mieux dit comme ça, où James Bond poursuit Goldfinger en Suisse, tous les plans, les paysages et vraiment tout ce qu'on voit à l'œil, c'est magnifique. C'est vraiment des très beaux paysages. C'est pas autant beau que ce qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même très, très, très beau comme paysage. C'est vraiment bien filmé aussi, faut le mentionner. Et en dernier point, j'aimerais juste vous faire remarquer que c'est dans ce film-là la première fois où on peut voir que James Bond va se rendre au QG de Q, celui qui s'occupe des gadgets, si on veut. C'est vraiment le premier film où on va voir que Q explique un peu les gadgets que James Bond va utiliser en mission. Et c'est aussi le premier film qu'on va voir où il y a une relation beaucoup plus que professionnelle entre James Bond et Q. Qui dit Q dit gadget. Et dans ce film-là, les gadgets, au début, te semblent assez... comment je pourrais dire? Te semblent assez minimes. Un tracker connecté à la voiture de James Bond, qui est, comme Chloé l'avait mentionné plus tôt, l'iconique Aston Martin, qui deviendra à partir de maintenant la voiture emblématique de James Bond, qui malheureusement ne fait pas très long feu dans ce film-là, malheureusement. Mais, en parlant de l'Aston Martin, c'est justement la voiture qui est le plus gros gadget du film. Et c'est un autre motif qui va devenir récurrent dans les prochains films. La voiture modifiée avec des gadgets. Et ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans les James Bond. Et c'est là, je crois, qu'on se rapproche du genre de film de James Bond que j'aime beaucoup. Celui avec les gadgets très sophistiqués, très poussés, dont la voiture qui est équipée de vitres pare-balles, d'un jet d'huile, d'un écran de fumée, de mitraillettes. Ça, j'aime beaucoup ça, l'aspect des mitraillettes. Un aspect important à mentionner dans Goldfinger, c'est la cinématographie. Tu sais, c'est un film des années 60, donc la cinématographie dans cette décennie-là, c'était beaucoup, tu sais, de ce qu'on appelle des static shots, donc, tu sais, c'est un plan de caméra après un plan de caméra qui est fixe, donc c'est pas une caméra qui va bouger. Et on voit ça beaucoup dans, par exemple, Dr. No, dans Bon baiser de Russie, naturellement. Mais dans Goldfinger, c'est vraiment là que ça commence. On voit plus d'action de la part de la caméra, de la part d'une part cinématographique, dans le fond. Beaucoup plus de musique. Tu sais, par exemple, dans Dr. No, il y a beaucoup pas, je vais dire comme ça, il y a beaucoup pas de musique. Par exemple, quand ils sont dans le restaurant de Pouce-Falaire, il y a la musique de fond, mais sinon, dans les îles, il y a un peu de musique menaçante, mais surtout, c'est beaucoup de dialogue, mais avec peu de musique, ou pas du tout de musique. Quand ils sont sur la base de Dr. No sur Kripke, il n'y a pas beaucoup de musique, à part à la fin, et la scène de la fin, etc. Dans Goldfinger, il y a toujours un élément musical qui vient un peu prononcer l'action de la scène, ce qui est vraiment... ce qui éventuellement va devenir la norme dans les films. Milieu des années 60, c'est vraiment là que les films ont commencé à devenir plus modernes. C'est 1964, puis on est rendu littéralement 60 ans plus tard. On marque bientôt le 60e anniversaire de Goldfinger, d'ailleurs, en fin d'année 2024. Mais c'est ça, donc c'est une poussée cinématographique de la part des films de James Bond, puis c'est pas le seul film, évidemment, dans ces années-là qui va... prendre de l'ampleur cinématographiquement, mais c'est vraiment un fait intéressant à mentionner. On a parlé de gadgets tantôt, puis oui, Bon baiser de Russie, il y a eu quelques gadgets utilisés, mais je dirais que Goldfinger, c'est là, tout d'abord, parce que c'est la première fois qu'on voit, comme j'ai dit tantôt, Bond est dans le laboratoire de Q où les gadgets sont fabriqués. Mais c'est surtout parce qu'on voit beaucoup plus de gadgets utilisés pendant le film. Comme par exemple, lorsqu'il est capturé par Oddjob et toutes les gardes, quand le garde est avec lui dans la voiture, la première fois d'ailleurs qu'on voit la Aston Martin, James Bond va l'expulser avec le bouton rouge qu'il y a dans la Aston Martin.
Il y a aussi le pare-balles arrière de la voiture qu'il déploie lorsqu'il essaie de se sauver avec la fille. Aussi, il faut se rappeler que juste avant de déployer le pare-balles, si on veut, arrière de sa voiture, il y avait de la fumée aussi qui sortait de la voiture. Donc, c'est tous des trucs que Q lui avait expliqué, si on se rappelle, lors de sa descente au laboratoire. Et c'est tous des trucs qu'il utilise et vraiment, c'est vraiment à partir, je dirais, de ce film-là qu'on va voir de plus en plus de gadgets utilisés. C'est la même chose aussi pour le traceur. Donc, il y a le gros traceur qu'il utilise au début du film, à la fin justement de la partie de golf, pour tracer Goldfinger. Et le mini-traceur qui met dans sa chaussure, mais qui finit dans la veste du regretté Solo, qui s'est fait ratatiner avec son or au complet. Donc, c'est pas beaucoup de gadgets, ça c'est sûr, mais c'est quand même, je dirais, le premier film où on voit vraiment quelques gadgets vraiment utilisés de façon beaucoup plus voyante que dans les 2 premiers films. J'ai 2 autres petits faits cocasses à vous partager, chers auditeurs. Premièrement, un autre clin d'œil qu'il y a eu dans les James Bond de Daniel Craig, c'est dans le film Skyfall. Donc, dans le film Skyfall, on retrouve la fameuse Aston Martin de James Bond, et on y retrouve justement quand James Bond et M partent en voiture, et qui, évidemment, dans les films de Craig, M et Bond ont une petite relation amour-haine. Donc, le fameux levier avec le bouton rouge apparaît dans cette scène, et M le tente en disant « Allez-y, jetez-moi par-dessus bord, jetez-moi en haut de ce toit ». Donc, c'est une belle référence à Goldfinger, justement. Et un deuxième fait cocasse. L'acteur qui joue Auric Goldfinger, Auric qui signifie d'ailleurs or, Gert Freub, qui est l'acteur qui joue Goldfinger, ne parlait pas anglais. Donc, c'était impossible pour lui de dire tout le dialogue qu'il avait à dire dans le film, parce que il parlait pas anglais, tout simplement. Donc, les lignes de l'acteur ont été dubbed, donc ont été repris post-production par l'acteur anglais Michael Collins. Donc, ce n'est pas Gert Freub qui parle dans le film, c'est bien Michael Collins, en tout cas de voix, qui parle pour lui. Merci beaucoup, Jérémy, pour avoir partagé cette information. Et sur ce, mesdames et messieurs, cela conclura ce 9e épisode de Sur ce, bonne soirée. Comme à l'habitude, mesdames et messieurs, j'espère que nous vous avons instruit autant que divertis. Et nous vous reverrons la semaine prochaine avec le 10e épisode de notre podcast. Encore une fois, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.